Bien, bonjour à tous. On est très nombreux aujourd'hui, je crois que ça marque l'importance de cette réunion. Et donc j'ai l'honneur d'ouvrir le premier forum Jeunesse, Entrepreneuriat, Afrique, France. 4 mots, mais derrière ces 4 mots, des enjeux considérables et votre présence nombreuse ici, je crois, en est le témoignage. Avant de démarrer, on va lancer une courte vidéo que je vous invite à regarder. Merci. Et maintenant, je vais inviter Pierre Gattaz à me rejoindre pour un mot inaugural. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis africains, chers amis français, chers amis du monde entier, ravi d'être là, de vous accueillir tous au MEDEF, Mouvement des entreprises de France, 3 mots magiques, un peu parfois diabolisés en France, mais c'est pas grave. C'est votre maison, c'est la maison des entreprises, c'est la maison des entrepreneurs. Et je vais vous dire que je suis ravi d'inaugurer ce premier forum Jeunesse, Entrepreneuriat, Afrique, France, là aussi, 4 mots magiques. Tout simplement parce que nous vivons un monde de mutations. Il y a des mutations sociétales, technologiques, le numérique, la mondialisation est en marche. L'Afrique va passer de 1 milliard d'individus à 2,5 milliards d'individus en 2050. L'Afrique a besoin de beaucoup de choses, d'infrastructures, d'énergie, d'éducation, d'enseignement, mais surtout, elle a besoin d'emploi. Et qui fournit l'emploi? Les entreprises. Et je dirais que c'est aussi le cas de la France. La France a besoin de croissance, d'entreprises, d'emploi. Et je crois que ce premier forum pourrait inaugurer justement le début d'une aventure, non pas politique, mais une aventure économique, pragmatique, réaliste, en essayant en effet, par ces 2 jours, de faire rencontrer des jeunes, des moins jeunes, des entrepreneurs, des start-upers, des gens qui ont des projets, soit à partir de la France, soit en Afrique, bien sûr, de lancer une plateforme Internet pendant ces 2 jours qui permettra justement de mêler ces initiatives, ces aventures, de créer des projets, et puis de lancer une réflexion sur Africa 2030, importante pour savoir quel est un plan d'action qu'on pourrait mettre en œuvre, aider à mettre en œuvre pour recréer des emplois localement en Afrique, en France aussi, bien sûr, et comment on peut susciter de l'entrepreneuriat, des start-up locales ou des partenariats entre la France et l'Afrique. C'est de tout ça dont on va parler pendant ces 2 jours, et on remettra aussi 1 ou 2 prix. Du prix de l'entrepreneur ou de jeunes entrepreneurs pendant ces 2 jours. J'aurais aussi dire que ces 2 jours, c'est le premier forum. Il y en aura un deuxième qui va se passer à Bamako, au Mali, en janvier prochain, et un troisième qui se passera en Afrique, dans un pays qui n'est pas encore connu aujourd'hui ou choisi, en septembre prochain.
Donc vous voyez que nous nous inscrivons dans la durée. Nous pensons qu'il y a vraiment un immense défi à relever, que la France a un rôle tout à fait particulier, par son histoire, par sa culture et son amitié avec le continent africain, parce que 40% de nos amis africains parlent le français, parce que nous sommes sur le même fuseau horaire, et parce que, en effet, quand je vais en Afrique, ce qui m'arrive assez souvent maintenant, on me dit, mais M. Gattaz, on voit des Chinois, des Turcs, des Espagnols, des Portugais, mais vous, les Français, on ne vous voit plus. Où est-ce que vous êtes? Et en fait, si vous voulez, je pense qu'il est temps que la France se réveille sur ce sujet-là, wake up, et qu'on se dise il y a de la croissance et de l'emploi à créer par des projets communs, gagnant-gagnant, en toute humilité, sans aucune arrogance, et en regardant le futur est inventé. Et moi, je voudrais saluer les amis africains qui sont dans cette salle, qui sont venus, mais la jeunesse africaine que je vois, que j'ai rencontrée, des gens extrêmement enthousiastes, optimistes, très souvent très forts en numérique notamment. J'en ai rencontré quelques-uns dans mes voyages, et je crois qu'il y a un potentiel, une énergie formidable à mettre en œuvre. Il faut accompagner ce développement, il faut accompagner ces startups, il faut accompagner cet entrepreneuriat de telle façon à ce que, en effet, ces entreprises locales se développent, peut-être avec des partenariats avec des entreprises françaises, et puis progressivement que le continent africain prenne son autonomie et se développe et crée en effet une économie durable avec des emplois locaux. Et je crois que c'est ça l'objectif fondamental, et je crois que la France a un rôle particulier à jouer. Je vous remercie, et bon débat et bon 2 jours tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, Pierre, peut-être ici. Je vais inviter nos panélistes de ce grand opening. Je vais commencer par Makhtar Diop, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique. Makhtar Diop, peut-être vous asseoir à côté de moi. Tony Elumelu, qui est un entrepreneur nigérian avec une fondation et une entreprise assez remarquable. On va en parler tout de suite. Welcome Tony, on va parler ensemble anglais, mais je pense que vous avez les traductions, les outils pour traduire. Et puis Isaac Rebrab, entrepreneur algérien, le plus grand entrepreneur algérien. Yes, sorry. Bienvenue Monsieur Rebrab. Et donc, je me présente en 2 mots, Serge Michel, je suis journaliste pour le journal Le Monde et j'anime Le Monde Afrique, qui est une édition africaine du journal Le Monde qu'on a lancée sur Internet il y a déjà bientôt 2 ans et qui s'adresse en particulier aux Africains et à tous les passionnés d'Afrique. On va commencer peut-être par vous, Makhtar Diop. Vous êtes à la Banque mondiale comme une tour de contrôle, vous avez une vision d'ensemble du continent et de ses enjeux, et en même temps vous êtes vous-même très souvent sur le terrain. Parlez-nous de ce défi des jeunes et de l'emploi. Je crois qu'il y a à peu près 11 millions de jeunes chaque année qui arrivent sur le marché du travail africain, qui n'ont pas forcément évidemment de job qui les attendent. Ces jeunes ont-ils les outils pour se faire entrepreneurs? Est-ce que c'est la solution que vous pensez propre pour eux, pour relever le défi de l'emploi? En tout, on dit que vers 2050, il y aura entre 300 millions et 500 millions de jeunes africains sur le marché du travail. Merci beaucoup. Pardon. Voilà. Serge, merci beaucoup et c'est un plaisir d'abord de remercier le président Gattaz pour son invitation et tous mes collègues dans ce panel et Le Monde pour animer ce débat sur l'Afrique. C'est clair que l'Afrique a un atout extraordinaire. Dans un certain nombre de pays de l'OCDE notamment, on voit une population qui est vieillissante, qui n'a pas les atouts que l'Afrique a. L'Afrique a une jeunesse qui est dynamique, mais surtout qui prend des risques. Et je crois que ça, on doit vraiment insister sur ce fait. Qu'aujourd'hui, on a une jeunesse en Afrique qui sait prendre des risques, qui a pris des risques et qui a innové dans des conditions qui n'étaient pas toujours les conditions les meilleures. On voit aujourd'hui un certain nombre de start-up, on voit des applications qui sont développées en Afrique, on voit des jeunes qui retournent en Afrique investir dans l'agriculture et qui prennent des risques. Ils prennent des risques parce qu'ils sont de plus en plus convaincus que l'environnement leur permet de prendre des risques et d'avoir des retours à l'investissement qui sont élevés, et c'est ce qu'on voit. Maintenant, pour que ce mouvement s'amplifie et ne soit pas simplement un mouvement de quelques individus et qu'on puisse trouver cette opportunité, je crois qu'il y a un certain nombre de questions qui doivent être réglées et sur lesquelles on doit avoir des solutions plus accélérées. D'abord, l'environnement des affaires. Et c'est un peu ce que nous faisons au niveau de la Banque mondiale,
à travers ce qu'on appelle notre doing business, s'assurer que vraiment les conditions de faire les affaires en Afrique sont de plus en plus meilleures. Et là, nous utilisons non seulement les règles traditionnelles, mais nous essayons d'utiliser des instruments modernes tels que l'informatique et autres qui permettent de faire des sauts qualitatifs et de ne pas passer par certaines étapes que certains pays ont connues. Secondo, on insiste sur la formation professionnelle. Un des défis, c'est de s'assurer que la formation à l'université et dans les écoles correspondent aux besoins des entreprises. Figurez-vous que seulement 20% des gens qui sortent des universités africaines sortent dans les matières qu'on appelle STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc on a un défi à ce niveau. Et ça, c'est une tendance qui est présente à la fois en Afrique francophone et anglophone. Il me semble qu'il y a une tradition, peut-être malheureusement héritée de la France, dans les pays francophones, où justement les gens vont beaucoup plus dans des études littéraires, dans des études de philosophie. Au Sénégal, je crois qu'il y a 500 étudiants chaque année qui rentrent en faculté de philosophie à Dakar. Est-ce que vous constatez des différences sur ce sujet-là, sur cette adéquation entre la formation et l'emploi entre les pays francophones et anglophones? Non, c'est un phénomène qu'on trouve en Afrique, peut-être un peu plus accentué dans certaines parties d'Afrique, mais le problème est général. C'est 20% qui sortent avec des formations STEM, c'est sur l'ensemble de l'Afrique. Ce que la France a d'intéressant et qu'on devrait mettre, j'en parlais avec le président Qatar, ce sont les IUT par exemple, qui ont permis de former beaucoup de techniciens supérieurs qui sont absorbés par le marché du travail. C'est de rendre la formation professionnelle beaucoup plus active et beaucoup plus adaptée aux besoins. Il faudrait qu'on puisse arrêter de penser que les services publics peuvent définir des programmes de formation professionnelle adéquats. Ces programmes doivent être préparés avec le secteur privé, avec l'appui d'institutions comme la Banque mondiale et surtout à l'écoute de ce dont le marché a besoin. Il est clair qu'aujourd'hui, il y a une possibilité d'avoir des situations gagnant-gagnant. Si on réussit à prendre l'expertise dans un pays comme la France, prenons tous ces ouvriers spécialisés qui existent en France, qui sont retraités et qui seraient prêts à pouvoir contribuer au développement de l'Afrique, les mettre en association avec les jeunes, on pourrait aider à augmenter très rapidement la productivité dans les petites entreprises, dans l'agriculture. Mais en plus, on a toute cette jeunesse qui est très, très bien formée en informatique avec les nouvelles technologies de l'information. Pourquoi ne pas mettre en face à face les start-up françaises qui sont très dynamiques et les start-up qu'on commence à voir de plus en plus en Afrique. Donc ce sont ces nouveaux terrains que nous souhaiterons, sur lesquels nous souhaiterons travailler avec les partenaires qui sont autour dans ce panel, et c'est ce que la Banque mondiale fait. Et je terminerai par un mot en disant que nous avons une partie de la Banque mondiale qui s'appelle la SFI, qui s'occupe du secteur privé, et nous avons le reste de la Banque mondiale. L'année dernière, nous avons fait 11,2 milliards de dollars sur l'Afrique. Cette année, nous allons faire autour de 9,2 milliards. Et de plus en plus, dans le prochain cycle, nous voulons mettre un accent tout particulier sur le développement du secteur privé. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut passer à nos amis qui ne parlent pas anglais pour avoir un traducteur? Parce qu'il y a plein qui ne parlent pas français et qui n'ont rien pour suivre un peu Il y a des casques à l'entrée. Voilà. Pierre, vous vouliez réagir à cette proposition de coopération entre des ouvriers spécialisés français, peut-être à la retraite, et des jeunes africains? Oui, juste si que des gens du MEDEF peuvent se lever pour récupérer des casques et les ramener au premier rang, ce serait vraiment super sympa d'aller chercher quelques casques de traduction pour le premier rang, enfin pour ceux qui en veulent. Merci. Je voulais juste appuyer en effet sur ce que disait Monsieur Mactar Diop sur l'importance d'avoir un enseignement qui est lié aux besoins du marché. Donc je pense beaucoup à l'apprentissage qui est encore à développer beaucoup plus en France mais qui doit être développé en Afrique, répondant à des métiers, à des professions demandées par les entreprises pour construire l'Afrique de demain. Les barrages, les systèmes d'énergie, les systèmes hydrauliques, les systèmes de traitement d'eau, il y a besoin d'ingénieurs, mais il y a énormément besoin de techniciens spécialisés. Niveau IUT, j'étais aux 50 ans des IUT hier, c'est une gouvernance tout à fait intéressante, les IUT, car gouvernance entre l'enseignement et les entreprises. Et ce sont des Bac plus 2, Bac plus 3, qui sont en effet des gens qui sont des bâtisseurs, des constructeurs, des ingénieurs ayant défini des produits, il faut les créer. Et je crois que l'Afrique, dans un premier temps, enfin pour aller vite, ont besoin de ces constructeurs. Donc je suis tout à fait d'accord qu'il faudrait que les IUT françaises, je dirais, viennent s'exporter quelque part en Afrique pour apporter ces compétences très proches des entreprises, répondant aux besoins de construction, de réalisation technique, de chefs de projet locaux, etc.
Martha, on parle beaucoup d'entrepreneurs, mais il y a aussi pas mal d'entrepreneuses en Afrique. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes parmi nous sur ce panel aujourd'hui. Mais je crois que si on regarde les statistiques, les femmes sont assez importantes dans l'entreprise et il y a même davantage de femmes entrepreneuses que d'hommes. Parce que les hommes, traditionnellement, se dirigent peut-être plutôt vers des carrières administratives ou services publics. Est-ce que vous constatez ce phénomène dans les statistiques de la Banque mondiale ? Cela est tout à fait vrai. La capacité entrepreneuriale des femmes africaines est impressionnante. Vous allez sur les marchés au Bénin, à Cotonou, vous voyez ce qu'on appelle les Mama Benz. Vous allez sur n'importe quel marché en Afrique de l'Ouest. Vous allez en Afrique de l'Est, vous voyez dans le secteur agricole, même lorsqu'elles ne possèdent pas la terre, elles sont des agents de production essentiels. Ce que nous essayons de faire à la banque, c'est d'abord d'enlever ce mythe entre métier d'homme et métier de femme. D'abord, commencer à enlever ces mythes. On a constaté que lorsqu'on enlève ces barrières, la différence de salaire entre un homme et une femme se réduit énormément. Deuxièmement, il y a un certain nombre d'aspects réglementaires. L'accès à la terre, la propriété à la terre dans le secteur agricole. Dans nombre de pays, les femmes ne peuvent pas posséder la terre au même titre que l'homme. Troisièmement, s'assurer que dans les formations professionnelles et académiques, on ne les oriente pas dans les secteurs qui sont soi-disant des secteurs de femmes et qu'on ne leur donne pas la possibilité d'accéder à cela. Cela étant dit, il est clair qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de femmes entrepreneurs qui font encore beaucoup plus face à des défis que les hommes, notamment dans l'accès au crédit. Elles ont beaucoup moins d'accès au crédit et c'est pourquoi une des directions que nous souhaiterions prendre, et je crois que je suis sûr que mon ami et frère Tony va en dire beaucoup plus, c'est d'aider justement les femmes à avoir cette capacité en prenant ça s'appelle des joint ventures, en investissant dans leurs entreprises ou dans leurs PME pour pouvoir apporter justement ces besoins en financement et en know-how dont ils ont besoin pour arriver. Mais les femmes, c'est vraiment le présent et l'avenir du continent en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Ok. Merci. Et dernier point, Martha, on reviendra peut-être sur ces sujets, mais il y a de très bonnes écoles en Afrique quand même. Il y a des écoles d'ingénieurs au Burkina Faso, il y en a au Sénégal, il y en a en Côte d'Ivoire, qui forment des ingénieurs de grande qualité. Mais il y a une question d'échelle, c'est-à-dire comment passer au fait de former quelques centaines d'ingénieurs à en former plusieurs milliers, parce que c'est de ça dont on a besoin. Est-ce que vous pensez que les universités françaises, que les grandes écoles françaises ont un rôle à jouer spécifique, ou est-ce que ça doit être un développement vraiment endogène africain ? Je reprendrai le mot du président Gattaz, wake up. Les entreprises, les écoles françaises, les universités françaises se doivent d'installer des campus en Afrique. Comment les universités occidentales, que ce soit les universités américaines, anglaises ou d'autres pays, ont fait face à la compétition? Elles ont installé des campus en Asie, elles ont installé des campus en Europe. Il n'y a aucune raison qui s'oppose à ce que les universités et grandes écoles françaises installent des campus en Afrique et aident à la formation. Si elles ne le font pas, d'autres pays vont le faire. Je ne veux pas citer le nom de cette université. Il y a une très grande université américaine qui a monté à Kigali un master's en informatique. Il est en train de former des gens qui vont sur le marché du travail et ça va être la tendance. Donc, un défi numéro un, que les universités françaises commencent à s'installer sur le marché africain. C'est un marché en croissance, c'est un marché où ils peuvent faire de l'argent et c'est un marché où ils pourront avoir des étudiants de qualité parce que la jeunesse africaine est brillante et bien qualifiée et nous avons des jeunes qui sont extraordinairement intelligents. Deuxièmement, essayer de trouver des solutions gagnant-gagnant comme celle d'utiliser les retraités. Il y a beaucoup de retraités français qui aimeraient contribuer au développement de l'Afrique, qui se feraient un plaisir de passer quelques mois en Afrique pour aider à la formation. Ce que nous essayerons de faire, nous avons juste commencé à en parler avec le président Gattaz, c'est de voir à travers le MEDEF ou d'autres institutions si on pourrait organiser cela. On va parler de cela avec l'AFD, de voir si on peut créer un mouvement à travers les projets du secteur privé que la Banque mondiale développe, si on peut utiliser les ouvriers spécialisés français qui sont à la retraite, les ingénieurs français qui sont à la retraite, pour les mettre en rapport avec cette jeunesse africaine et qu'ils puissent transmettre leur savoir-faire et pouvoir ainsi développer. Dernier point, l'agriculture. On n'en parle pas beaucoup, on parle souvent des TIC, on parle souvent du secteur manufacturier, mais l'agriculture et l'agro-industrie constituent quelque chose d'extrêmement très important. La Côte d'Ivoire,
récemment a décidé que plus de 50% de son cacao serait transformé sur place. Et ils veulent augmenter la valeur ajoutée. Pour ce faire, il faudra qu'il y ait des métiers qui se développent. Donc cela est une autre opportunité. Et j'en parlerai pas trop parce que je sais que c'est le sujet préféré de mon ami et frère Tony, la question de l'intégration régionale. Mais en enlevant toutes les barrières que nous avons en Afrique dans l'échange commercial entre les pays, on pourra atteindre des taux de croissance qui permettront vraiment au secteur privé africain de se développer. Merci Martha. Tony Elumelu, je le présente rapidement en français, c'est un entrepreneur nigérian, il a fait carrière dans la banque, il est à la fois une grande entreprise qui s'appelle Harris Holding, qui est une industrie financière, si vous voulez, au Nigeria. Il a une activité régionale et en plus, il a une fondation, la fondation Tony Elumelu, qui encourage les jeunes entrepreneurs africains. Chaque année, cette fondation donne 1000 bourses à 1000 entrepreneurs. Enfin, voilà, 1000 bourses à 1000 entrepreneurs de $10 000 chacune. Donc, il vient de terminer la 2e édition. Il vient de terminer à Lagos la 2e sélection de ces 1000 entrepreneurs. Il en revient, je crois, il y a 2-3 semaines. Tony, these entrepreneurs we speak about, you actually saw them, you see them every year. Vous avez vu, vous les voyez tous les ans quand vous faites vos sélections. Dites-nous quelques mots sur ces entrepreneurs, dans quel secteur sont-ils actifs, quelle est leur énergie, comment les voyez-vous, ces jeunes entrepreneurs que vous subventionnez. Bonjour. Bonjour. Eh bien, la prochaine fois, je prends des cours de français. Je vais vous parler en français la prochaine fois. J'aime bien commencer en félicitant le MEDEF, M. Gattaz en particulier, d'avoir montré un intérêt dans le développement de l'Afrique d'une façon tout à fait durable. Je vais rendre hommage au gouvernement français, au peuple français. C'est la troisième événement, 4e événement auquel j'assiste en France depuis 12 mois. Et on met l'accent toujours sur l'entrepreneuriat et sur le développement économique durable en Afrique. Cela est véritablement remarquable. Et nous ne considérons pas cela comme quelque chose de léger en Afrique. L'entrepreneuriat est vraiment essentiel pour le développement de l'Afrique, surtout de manière véritablement durable. Depuis longtemps, nous avons eu un certain développement en Afrique, mais par ailleurs, nous avons constaté qu'il faut vraiment faire des progrès significatifs. Les Africains avancent, mais on peut faire beaucoup plus. Nous sommes dans le 21e siècle et il nous faut poser des questions. Comment est-ce qu'on s'engage avec l'Afrique pour encourager le développement en Afrique? Et cela est ce que je vois dans le contexte d'une coopération avec la France et surtout avec le MEDEF et des institutions du même type. Et voilà ce que font ces institutions en Afrique. Je suis moi-même entrepreneur. Eh bien, certains d'entre vous, vous êtes entrepreneurs de l'Europe. Ou l'entrepreneuriat en Europe, en Afrique, c'est assez similaire. Il y a des gens qui sont motivés, qui cherchent des solutions, des gens qui souhaitent vraiment faire face à des défis. Et ce sont des gens qui sont travailleurs. Et les Africains, surtout les jeunes Africains avec qui je suis en contact, possèdent toutes ces qualités. Et la différence entre eux et certains d'entre vous, ils vivent dans un environnement qui
plus difficile. Il faut deux parties pour remédier à cette situation. Il faut deux partenaires. C'est au gouvernement de créer un bon environnement pour l'entrepreneuriat. Et en Afrique, nous avons des défis en matière d'infrastructure. Si on ne fait pas face à ces défis, on ne va pas aller trop loin. Et prenons le secteur privé. Le secteur privé doit contribuer. Et voilà mon rôle à travers ma fondation. On comprend que ce qui définit un homme, ce n'est pas son compte bancaire, mais l'héritage qu'il laisse, les vies qui changent, les efforts, des prêts et les réalisations. Voilà ce qui définit un homme. Nous avons besoin de décennies pour arriver à ce développement. Notre fondation a été motivée par ces principes. Nous avons la pauvreté en Afrique qui nous voit tous les jours, qui nous frappe tous les jours. La situation est difficile en Afrique. Et en 2020, il y aura des centaines de milliers de plus de jeunes sur le marché du travail. Il nous faut créer des emplois pour ces jeunes Africains. Donc, notre fondation va tenter de soutenir des 10 000 jeunes Africains et Africaines. Nous les soutenons tous les ans avec $10 000. Une tranche, c'est $5 000. In specific answer to your question, it's not a sector agnostic, any sector, but we have 4 major sectors. Il y a 4 secteurs majeurs où on travaille. Il faut les observer comme étant des secteurs où les jeunes Africains montrent de l'intérêt. Premièrement, l'agriculture. Deuxièmement, l'éducation. Troisièmement, informatique. Et quatrièmement, la mode, le divertissement. Voilà les 4 secteurs. C'est 80% des jeunes qui s'y intéressent. Et voilà une grande partie des jeunes entrepreneurs africains. Et nous avons l'intention de les encourager, les soutenir, et nous leur souhaitons vraiment bonne chance. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Paris. Vous avez été invité par le monde avec Bill Gates. C'était fin octobre. Vous étiez sur le point d'aller à Lagos pour votre 2e forum avec ces 1000 jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous y avez vu? Est-ce qu'il y a une personnalité frappante ou une entreprise qui vous a frappé particulièrement? Oui, nous avons vu EcoloFab, qui est en fait une structure qui est très dynamique par rapport à l'avenir. 70% donc de ces personnes sont des hommes, 32% des femmes. On a vu des gens vraiment de toute l'Afrique, beaucoup de participation de l'Afrique de l'Est, également donc de l'Afrique de l'Ouest. Cette année, nous avons vu un accroissement de la participation de l'Afrique francophone, qui pourrait en faire plus, bien sûr. Nous avons besoin, bien sûr, de plus de participation féminine afin d'atteindre donc un équilibre 50-50. Nous pensons en effet que les femmes ont un rôle majeur à jouer pour réduire la pauvreté. Certains de ces entrepreneurs... En fait, j'étais hier donc à une réunion où il y avait un certain nombre de jeunes entrepreneurs africains qui étaient présents, et l'un d'entre eux a partagé donc cette histoire. Donc, dans une tentative pour développer le commerce de l'Afrique. Donc ici, ce forum est destiné aux jeunes entrepreneurs et donc contribuera à ce développement du commerce en Afrique. Il y a quelqu'un de la Gambie également qui
fait des choses merveilleuses dans le domaine de l'agriculture. Il a déclaré que son activité est partie de $10 000 et ça atteint aujourd'hui la somme de 1,2 million de dollars, qu'il emploie un certain nombre de personnes en Gambie également. Il y avait également le président de l'Ouganda qui est allé dans son exploitation agricole, ce qui est fantastique. Donc j'encourage ces jeunes gens. La vérité, c'est que je vois les choses de la perspective des jeunes entrepreneurs africains. Ils sont très dynamiques, très énergétiques et on a besoin de les aider. Nous choisissons bien sûr 2000 entrepreneurs par an, alors qu'il y en a donc des milliers qui font la demande. Il faut vraiment que l'on les aide et les aider à se développer. Je vois mon ami ici qui fait beaucoup dans le domaine de l'encouragement des jeunes entrepreneurs en Afrique. Eh bien, on a besoin de plus de soutien et cependant, je suis encouragée par ce que je vois déjà. 65 000 jeunes qui ont appliqué à sa fondation, 2000 seulement qui ont reçu un fonds de lancement, Seed Capital, comme on dit. Et donc, qui va s'occuper des 63 000 autres? Non. C'est intéressant ici, cet après-midi, d'avoir 2 entrepreneurs africains qui ne sont pas issus du domaine des matières premières. Parce que souvent, l'Afrique a été connue pour ça. Et elle a connu une croissance remarquable ces 10-15 dernières années sur les matières premières. On sait que ce n'est pas forcément ça la croissance la plus inclusive, que les matières premières n'ont pas créé autant d'emplois qu'il faudrait. Et j'en voudrais en venir à M. Rebrab à ce sujet. M. Rebrab, vous avez une entreprise assez considérable, 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires par année, 18 000 employés, 26 filiales. Vous avez une croissance annuelle de 30%. On peut trouver qu'en France, ce serait bien d'avoir la même. Est-ce que... Et surtout, vous avez 2 qualités qui vous rapprochent au fond d'un exemple nigérian qui est celui de Aliko Dangote. Aliko Dangote, c'est l'Africain le plus riche, c'est l'Africain qui a développé un empire industriel à partir du Nigeria. C'est que, 1, vous n'êtes pas issu des matières premières, vous êtes actif dans l'agroalimentaire, dans la sidérurgie, dans la presse, dans l'électroménager, dans les matériaux de construction. Et 2, vous avez développé une entreprise panafricaine, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seulement dans un pays et en relation avec la France ou avec la Chine, vous avez développé des affaires qui se partagent sur le continent. Alors, vous venez aujourd'hui avec, je crois, des idées à partager. Dites-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez en tête. Moi, je n'ai pas encore reçu de brief sur les idées que Rebrab voulait partager. Honorable assistante, bonsoir. Aujourd'hui, l'Europe peut renouer avec une plus forte croissance. Et l'on a besoin. Et le meilleur projet, c'est le développement de l'Afrique. Aujourd'hui, pour pouvoir asseoir un développement de l'Afrique, il faut minimum 3 choses. Investissement massif dans l'éducation de qualité, électrification de l'Afrique et développement des infrastructures portuaires, ferroviaires et routières de l'Afrique. Et avec ça, tout est permis une fois que le lit, ces investissements réalisés, on peut rendre l'Afrique très compétitive au niveau industriel, au niveau agricole et surtout aussi développer ses ressources naturelles. Aujourd'hui, au niveau de la formation, c'est vrai qu'il y a des pays, et je vous citerai le cas de l'Algérie, qui a beaucoup
investi dans la formation. Nous avons beaucoup d'ingénieurs, nous avons beaucoup de techniciens supérieurs, etc. Mais il y a aussi beaucoup qui n'ont pas d'emploi. Et dans beaucoup de pays, il y a beaucoup d'ingénieurs sans emploi. Donc, aujourd'hui, si on veut rendre l'Afrique développée, compétitive, il faut investir dans les 3 éléments essentiels que je viens de citer. Notamment au niveau des infrastructures. On peut rapprocher l'Afrique de l'Europe à travers une colonne vertébrale de rails de chemin de fer qui partirait de l'Afrique du Nord, notamment des ports algériens qu'il faut construire aussi, et traverser, partir du nord de l'Afrique vers le sud de l'Afrique et interconnecter tout le réseau ferroviaire de l'Afrique. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a aujourd'hui des produits qui doivent aller vers certains pays africains qui ont des coûts 2-3 fois plus chers que le coût même des produits. Si je vous citerai par exemple le ciment, le coût de revient d'une tonne de ciment en Algérie, c'est 25 $. Au Niger, elle se vend aujourd'hui à 150 $. Pourquoi? Parce que si elle devrait faire tout le tour par bateau et après revenir remonter à travers un réseau routier, le coût de logistique est extrêmement élevé. Deuxièmement, je vous citerai le cas du Mali. Le Mali, j'ai été reçu il y a quelques années de ça par le président ATT au Mali, qui m'avait dit que le Mali produisait 500 000 tonnes par an de mangue, mais il n'exploitait que 50 000 tonnes. 450 000 tonnes sont perdues, et tout ça à cause des coûts logistiques. Je peux vous citer aussi d'autres exemples au niveau de la logistique. J'ai été à Mato Grosso, dans le centre du Brésil, où le prix du maïs est de 75 $ la tonne en 2013. Le coût de transport pour y aller vers le port de Santos coûtait 155 $ la tonne. Alors que aux États-Unis, du nord des États-Unis, de la frontière canadienne jusqu'au golfe du Mexique, ça coûtait 25 à 35 $ la tonne. Aujourd'hui, si on veut que l'Afrique exporte, si on doit ramener des possibilités de développement dans des pays enclavés, comme par exemple le Tchad, comme par exemple Centrafrique, comme par exemple certaines régions du Congo, rapprocher les pays africains entre eux et avec l'Europe. Il est impératif de développer la logistique. Et le ferroviaire, c'est le moins cher au niveau coût de réalisation par rapport aux autoroutes. C'est les voies de chemin de fer, c'est celles qui demandent le moins d'entretien, c'est les plus rapides à réaliser et elles coûteraient beaucoup moins cher que les autoroutes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire des autoroutes. Il faut des routes,
il faut des autoroutes. Mais l'avantage du chemin de fer, c'est qu'on peut transporter de grands volumes à des coûts inférieurs que par voie routière. Et aussi, le gros problème de l'Afrique, c'est les ports. Vous avez dans certains ports des bateaux qui peuvent rester 1 mois à 2 mois pour décharger. Des surcoûts inimaginables. Comment voulez-vous que les entreprises africaines demain ou des Africains investissent en Afrique, développent leur business, soient concurrentiels par rapport au marché mondial si on ne leur fait pas le lit du développement économique, notamment ce que je viens de citer il y a un instant. Mais comment, concrètement, M. Rebrab, vous appelez à des investissements massifs? Comment vous les voyez se faire? Enfin, vous voyez la situation ici en Europe. Comment est-ce que vous pensez que de l'argent peut être mobilisé aujourd'hui pour investir massivement dans ces infrastructures ferroviaires en Afrique? Écoutez, je vais vous donner un exemple. Une ligne de chemin de fer tirée d'Algérie jusqu'en Zambie, donc vous voyez la distance, tout en passant par le Niger, en passant par Bamako, en allant au Burkina Faso, tout en allant à Lomé, tout en allant à Cotonou, tout en allant à Lagos, c'est 9000 kilomètres. Le coût, si c'est du plat, d'une ligne de chemin de fer, je parle évidemment des rails et de la construction de la ligne, c'est 1 million de dollars le kilomètre. Si effectivement il y a des viaducs ou des tunnels, etc., elle peut coûter 2-3 fois plus que ça. Mais qu'est-ce que c'est réellement supposer qu'on arriverait à un investissement pour interconnecter tous les pays africains, parce qu'il y a un réseau ferroviaire en Afrique. Il ne faut pas le sous-estimer. Il y a certaines lignes qu'il faut réhabiliter, mais il y a certaines lignes qui existent déjà. Ça va coûter 50 milliards de dollars. Qu'est-ce que c'est que 50 milliards de dollars pour un développement d'un continent comme l'Afrique? Le retour sur investissement, nous l'avons calculé, est de plus de 25% par an. Donc il est bancable, il est rentable. Très bien, merci. Je vois qu'on arrive un peu au terme de cette séance. Vous aviez autre chose à dire? Pardon, je suis là. Bon. Monsieur Rebrab, à vous la parole. Excusez-moi. Je voudrais rajouter aussi une chose extrêmement importante. C'est l'électrification. Comment voulez-vous qu'il y ait des investissements en Afrique s'il n'y a pas d'électricité? Je me rappelle l'ancien président du Mali, toujours, qui m'avait proposé à l'époque d'exploiter les mangues au Mali pour produire de la purée de mangue que je devais exporter sur l'Europe et, bien sûr, sur l'Afrique du Nord. Malheureusement, j'avais des problèmes d'électricité. Et aujourd'hui, interconnecter tout le réseau électrique de l'Afrique est une chose extrêmement importante. Il n'y a pas simplement, comme on nous l'a toujours dit, uniquement des énergies renouvelables comme le solaire, l'éolien. L'Afrique est très riche en hydroélectrique.
vous avez actuellement un barrage au Congo qui a une centrale électrique de 3 gigawatts, 3000 mégawatts, mais malheureusement n'est pas relié à un branchement d'une voie de transport d'électricité. Alors que, au Lagos, aujourd'hui, une grande capitale africaine, une grande capitale économique africaine, fonctionne avec des groupes électrogènes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller aussi vers le solaire et vers l'éolien, mais pour l'industrie, il faut absolument développer de très grandes centrales électriques. Maintenant, il y a aussi la production d'électricité à partir du gaz pour les pays qui ont du gaz, ou à la limite, dans certains endroits, on peut y aller évidemment à des centrales électriques avec du charbon, mais à titre exceptionnel pour des problèmes d'écologie. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Rebrab. Je crois que Pierre Gattaz voulait dire un mot. Le mot Mali lui a fait réagir. Oui, juste en fait, d'abord féliciter nos hôtes et qui nous ont fait rêver sur le développement africain, sur les infrastructures, et bravo à vous de vous engager autant. Je voudrais saluer nos amis maliens qui sont dans la salle. Nous avons une petite délégation du Mali avec laquelle nous allons préparer le forum économique de Bamako de janvier prochain, où je me rendrai avec une délégation de chefs d'entreprise. Merci beaucoup. Merci à tous. Et donc, on va céder la place, nous tous, au panel suivant, qui est l'Afrique de tous les possibles, animé par Pascal Leroux, le responsable de l'Institut Choiseul qui publie chaque année la liste des 100 leaders africains qu'il estime les plus performants. Donc, Pascal Leroux.